Voilà. Donc c'est une présentation que j'ai préparée avec mes collègues Charlotte Gaillard et Raphaël Gauthier. Donc elle concerne l'alimentation de précision des truies reproductrices. Donc ça se réfère à des travaux récents que l'on a conduits à l'UMR Pégase, en particulier dans le cadre de la thèse de Raphaël Gauthier. Alors le contexte, je pense qu'on le connaît bien. Les performances des truies dans les élevages se sont largement améliorées, donc avec un accroissement de la prolificité, de la production laitière. Il y a une forte variabilité des besoins entre les truies en termes de performance, en fonction de l'âge, selon les élevages, la génétique, le type d'élevage, par exemple entre des élevages biologiques ou des élevages conventionnels, selon la saison aussi, et on a pu en faire l'expérience cette année. Il y a de nouvelles priorités qui sont apparues par rapport à l'alimentation de la truie reproductrice, en particulier les questions de comportement et de bien-être animal, qui ont induit des modes de logement, des évolutions des modes de logement et d'alimentation, et également des nouvelles contraintes en termes d'environnement, déjà depuis plusieurs années, les questions de rejet d'azote, de phosphore, de cuivre, de zinc, les émissions d'ammoniac, de gaz à effet de serre, mais aussi, là plus récemment, la question de l'évaluation de l'impact environnemental des produits alimentaires pour l'alimentation humaine. Alors, dans le même temps, de nouvelles technologies se sont développées, en particulier l'identification individuelle des animaux qui offre des perspectives intéressantes, l'apparition dans les élevages de nouveaux capteurs qui nous renseignent sur les animaux, leur activité physique, l'ingestion, l'abreuvement, des informations aussi plus précises sur le milieu d'élevage, la température, l'humidité, l'occupation de l'espace par les animaux, par exemple. En parallèle, des nouveaux dispositifs d'alimentation, on parle de smart feeders, donc de systèmes d'alimentation intelligents se sont développés qui permettent une alimentation individualisée des truies logées en groupe et qui permettent aussi pour certains d'entre eux de distribuer des mélanges d'aliments et de faire des rations un petit peu à la carte selon les besoins de chaque animal. Et donc tout ça, ça nous offre des nouvelles perspectives pour mieux alimenter les truies à un coût moindre, avec un impact environnemental réduit, et tout en prenant mieux en compte leur comportement naturel et leur bien-être. Alors, l'élevage et l'alimentation de précision, j'ai repris ici des définitions qu'on trouve dans la littérature. Donc, l'élevage de précision consiste en une nouvelle approche des systèmes d'élevage qui repose sur l'ingénierie des procédés, l'utilisation de nouvelles technologies, matérielles et aussi beaucoup numériques, et une gestion poussée de l'information. L'alimentation de précision, elle s'inscrit dans ce contexte plus global de l'élevage de précision. Elle consiste à distribuer à chaque animal ou à chaque jour ou à chaque repas une ration dont la quantité et la composition sont adaptées à l'évolution des besoins. Donc l'objectif de ces approches-là, finalement, c'est d'une part d'améliorer les performances environnementales et économiques de l'élevage, mais aussi d'améliorer le bien-être des animaux en prenant mieux en compte leur comportement naturel ou en leur offrant des modes de logement plus diversifiés, et également d'améliorer les conditions de travail de l'éleveur. Alors, les principes de l'alimentation de précision, ils partent au départ d'un modèle nutritionnel que l'on a l'habitude d'utiliser. Ce modèle nutritionnel va permettre de calculer les besoins individuels journaliers en énergie, en acides aminés, en protéines, en minéraux. Et pour ça, on a besoin d'informations sur les performances de l'animal, son ingestion. Donc ça va être fourni par des capteurs. Sa production laitière, on va voir qu'on peut la prédire à partir d'informations disponibles dans l'élevage, la taille de la portée. Et finalement, cette notion d'information, elle devient un petit peu centrale dans la démarche et on la retrouve finalement en parallèle du développement de bases de données d'élevage, donc qui vont accumuler des données en temps réel et aussi des données historiques qui peuvent être utilisées pour ajuster des algorithmes de prédiction, par exemple. Ensuite, on met en connexion ce système de décision avec des alimentateurs qui vont mettre en œuvre les décisions prises, donc qui vont formuler l'aliment, le distribuer. Et ces systèmes vont aussi produire de l'information qui va rejoindre la base de données. Et l'éleveur va aussi jouer un rôle important dans la production d'informations, donc les informations classiques concernant la productivité des truies, leur comportement, etc. Alors, je vais illustrer l'utilisation de cette démarche dans le cadre de la true allaitante. Donc,
juste pour commencer, montrer un petit peu finalement ce que donnent les modèles nutritionnels en termes de prédiction des besoins détruits dans un élevage. Donc ici, je pense que c'est même à partir de 2 élevages, un élevage avec 630 truies mesurées et l'autre 817 truies. Sur le graphique de gauche, on a la relation que le modèle calcule entre le besoin énergétique et la croissance de la portée. Donc on voit bien que le gros facteur de variation du besoin énergétique journalier détruit, c'est la croissance de la portée et la production de lait. Bon, il y a une variabilité résiduelle qui est en grande partie liée au poids des animaux. Par contre, lorsqu'on regarde le bilan énergétique, c'est beaucoup plus variable et on voit que le facteur le plus important qui détermine le bilan énergétique détruit, c'est l'ingestion d'aliments. Finalement, la capacité détruite à couvrir leurs besoins. Donc on voit dans l'exemple rapporté ici que finalement, cette variabilité, elle est différente entre les 2 élevages. Peut-être en relation avec des génotypes différents ou des modes de conduite différents. On voit aussi qu'il reste une variabilité résiduelle, c'est-à-dire que l'ingestion d'aliments n'explique pas tout. Le reste est expliqué par la variabilité de production laitière. Tout ça pour vous montrer déjà que finalement, dans un élevage, le besoin énergétique et la façon dont l'animal va le couvrir, ça va être très différent selon les élevages. D'où l'importance, donc ça c'est la même chose pour le besoin en acides aminés, donc c'est illustré pour le besoin en lysine. Donc on a à gauche la variabilité, la variabilité du besoin en lysine digestible dans les 2 élevages en fonction de la croissance de la portée. Donc on voit que la croissance de la portée n'explique pas toute la variabilité, même si elle y contribue. Le reste de la variabilité étant expliqué par l'appétit détruit. Alors on peut utiliser ces données pour définir des besoins. Donc sur le graphique de droite, on a représenté la couverture des besoins détruits, donc le pourcentage de truies dont le besoin est couvert en fonction de la teneur en acides aminés dans l'aliment. Donc on voit que finalement, en fonction du rang de portée, le besoin pour les truies en première portée, pour couvrir 80% des besoins détruits, c'est 7,5 grammes, c'est presque 11 grammes pour les truies en première portée. En troisième portée, par contre, c'est plus faible. Et si on faisait le graphe pour chaque élevage, on trouverait des résultats différents. Donc ça montre bien que finalement, faire des recommandations moyennes pour tous les élevages, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Et que finalement, quand on a des données, on peut prédire des recommandations spécifiques pour chaque élevage. Alors, par rapport à la prédiction du besoin, finalement, il y a 2 paramètres qui sont particulièrement importants. C'est la consommation des truies et l'autre, la production laitière. Donc, j'ai repris ici les données qui sont produites ici par les systèmes d'alimentation. Ce sont des alimentateurs gestales qui produisent des informations. Et dans les 2 élevages, on a la courbe de consommation, on peut dire semi à volonté des truies en fonction du jour de lactation, avec la variabilité. De l'autre côté, on a la courbe de production laitière qui est estimée à partir de la croissance de la portée. Donc on avait dans ces élevages expérimentaux des données de croissance de portée. Alors finalement, par rapport à cette démarche d'alimentation de précision, l'inconnu principal, c'est la prédiction de l'ingestion d'aliments pour les jours à venir. On connaît l'ingestion pour les jours passés, et aussi la prédiction de la production laitière. Alors pour cela, dans le cadre de Raphaël Gauthier, on a utilisé des méthodes de machine learning basées sur des gros volumes de données, dont on a l'habitude d'appeler ça big data. Alors pour la production laitière, donc, ce sont des algorithmes d'apprentissage sur des données historiques d'élevage. Donc là, on avait une base de données avec 20 000 lactations dans 7 élevages expérimentaux. Et pour la consommation d'aliments, on utilise des algorithmes de clustering qui finalement vont définir des courbes types de consommation. Et là aussi, on a pu bénéficier des résultats de 40 courbes de consommation individuelles dans 6 élevages commerciaux au Canada. Et pour les autres, c'était en France et au Canada. Ces algorithmes ont été implémentés dans un système de décision, donc informatique. Donc ça, c'est un aspect important de l'élevage et de l'alimentation de précision. Donc on a quand même un recours important aux données et aux outils informatiques pour le pilotage. Et on a testé cette démarche-là donc, dans un essai qui a été conduit au Canada sur 480 truies. Donc on a comparé en fait une alimentation conventionnelle qui est illustrée ici en bas avec l'aliment conventionnel utilisé dans cet élevage, avec une alimentation de précision où on a 2 aliments
qui diffèrent par les teneurs en lysine, en protéines, en minéraux. Et chaque jour, donc, le système collecte l'information, analyse l'information et décide et transfère aux alimentateurs les règles de décision pour le pilotage de l'alimentation le jour suivant. Donc c'est quelque chose de très, très dynamique. Alors, les résultats concernant les performances, globalement, on n'a pas vu d'effet sur les performances. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait, puisque dans les deux cas, on nourrit les animaux à leurs besoins. Il y avait une petite tendance à une perte de poids un petit peu plus élevée avec le système de précision, une croissance de portée un tout petit peu inférieure, mais malgré tout, ce sont d'excellentes performances globalement. Concernant les performances de reproduction, également pas de différence. Les différences, finalement, on les a vues sur les aspects alimentaires. Donc, en termes ici d'ingéré de lysine digestible, donc on voit qu'avec l'alimentation de précision, on a réduit l'ingéré de lysine digestible de 23%, de phosphore de 14%. L'ingéré de protéines, enfin d'azote ici, est réduit de 20%, l'excrétion de 28%. Et pour le phosphore, l'ingestion est réduite de 20% et l'excrétion de 40%. Donc on voit bien finalement qu'en ajustant mieux les apports aux besoins, on nourrit mieux toutes les truies, c'est-à-dire que les truies qui ont peu d'appétit, on va leur distribuer des aliments plus riches. Et celles qui ont beaucoup d'appétit, on réduit les teneurs. Donc au final, on a des apports mieux adaptés, au plus juste des besoins, donc moins de rejets. Et en termes économiques, donc là, ce sont les valeurs donc, d'il y a 2 ans maintenant, c'est en dollars canadiens. Et donc, le coût par tonne d'aliments a été réduit de 11%, 11-12%. Donc, en gros, le coût alimentaire est réduit de 12%. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de montrer que finalement, avec ça, on a beaucoup réduit l'utilisation du tourteau de soja, puisqu'on a réduit pratiquement de 50% la part du tourteau de soja dans la ration, qui a été remplacée par des céréales, en grande partie finalement. Alors ça s'adapte à la situation au Canada. Donc, vraisemblablement, il y a des petites différences dans les situations européennes, compte tenu des pratiques de formulation, où on a souvent moins de soja dans les rations européennes. Donc en conclusion, de nouveaux challenges en perspective. Ah mince, il manque une diapo. Désolé. Donc, bon, je vais essayer de me rappeler ce que j'avais mis dessus, parce que je ne la vois pas. Donc, en conclusion, on voit que ce système d'alimentation de précision, il nécessite de produire des connaissances. Et donc, ces connaissances, ce sont essentiellement des connaissances de base en nutrition, d'intégrer ces connaissances dans des modèles informatiques de prédiction et de pilotage. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut en parallèle disposer d'équipements qui sont illustrés ici sur les photographies, d'équipements intelligents qui sont capables de gérer cette information et de mettre en œuvre finalement les décisions. Alors ces modèles, ces approches sont aussi intéressantes dans la mesure où ils produisent de l'information nouvelle pour l'éleveur qui va lui servir par exemple à identifier. Donc ces systèmes-là, chaque matin, vont identifier les truies qui ont raté des repas, finalement où quelque chose s'est passé de pas très normal. Donc, dès le matin, ils peuvent voir que certaines truies n'ont pas consommé ou pas consommé suffisamment, ou qu'il y a une rupture dans leur courbe de consommation. Donc, ça permet d'aller voir, de réagir très rapidement. Et ça facilite aussi le travail, dans la mesure où ces systèmes sont capables d'adapter l'apport d'aliments à la consommation de la truie. Donc, on n'a plus ces problèmes de refus, en fait, qui étaient parfois importants dans les auges des truies, qui demandent beaucoup de travail, dans la mesure où il faut les enlever régulièrement. Alors, en termes de perspective, donc, de nouveaux challenges en perspective, donc, en relation avec l'acceptabilité, la durabilité de l'élevage, le bien-être animal, le changement climatique. Et finalement, on peut penser que tout ça, ça va influencer l'évolution des modes de logement et d'alimentation, et que vraisemblablement, dans cette évolution-là, ces approches d'alimentation de précision, elles vont être très utiles finalement pour s'adapter. S'adapter par exemple au climat. Donc on n'a pas encore implémenté ça, mais on a commencé à réfléchir finalement à implémenter des règles de décision qui tiendraient compte de la météo. C'est-à-dire qu'on connaît la météo, donc le jour d'après on sait qu'il va faire super chaud, donc on va pouvoir déjà commencer à anticiper le jour d'avant
pour ajuster la pratique d'alimentation. Alors ce qu'il apparaît aussi, c'est que finalement, dans ce contexte-là, on voit qu'il y a une importance croissante des données, des modèles. Donc ça, on le voit bien. De l'intelligence artificielle aussi, on a commencé à l'utiliser dans ces approches-là. Et aussi de cette notion de réseau d'élevage, parce qu'on a vu que ces approches d'intelligence artificielle, on peut les appliquer quand on a beaucoup de données. Donc on a besoin d'informations de réseau d'élevage. Alors ça va être important pour la gestion de la reproduction, de l'alimentation, des bâtiments, de la santé, du bien-être des animaux. Donc ça, c'est, on va dire, la gestion au jour le jour. Mais je pense qu'à terme, ça va être aussi très, très important pour la production de connaissanses nouvelles à partir des données d'élevage. Dans la mesure où ces outils-là, ils produisent aussi beaucoup d'informations. Donc, par exemple, les alimentateurs, ça produit des informations sur les consommations détruites, bien plus qu'on en a dans la bibliographie depuis 30 ans. En fait, très rapidement, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Et à nouveau aussi, donc l'expérimentation animale, donc, elle devient de plus en plus difficile compte tenu des règles sur la conduite de l'expérimentation. Et finalement, dans les élevages, on a aussi une source d'information qui peut être très, très utile pour produire des connaissances. Donc voilà. Merci de votre attention. C'était juste pour vous dire que ces travaux-là ont été en partie conduits dans le cadre d'un programme européen Philogene, dans le cadre d'une collaboration avec le CDPQ au Canada, avec un financement de la Recherche du Canada, et la thèse a été financée dans le cadre d'un programme digital financé par l'Agence nationale de la recherche. Merci pour votre attention.